Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la Alors il préfère rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui fait jouer. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est ce con de perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur! Et bienvenue, bonjour à tous pour cette émission, troisième émission dont n'est pas filmé déjà, et oui ça avance très très vite, cette émission bimensuelle qu'on l'on propose sur Station B, l'émission cinéma que donc on propose sur Station B, vous pouvez le retrouver en podcast sur YouTube, Apple Podcast, nous avons Spotify, nous avons aussi les réseaux sociaux Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre, on propose donc une émission en bimensuel. Et sur cette émission, vous allez voir, on va beaucoup critiquer, on va vraiment parler de l'actualité. Ça va être assez large, hein, vraiment, on va parler plus de l'image américaine. Et pour cette image américaine, rien de mieux que de parler de notre expert américain, Seb. Seb, voilà, notre profiler quelque part, un petit peu aussi de l'Amérique. Oui, bonjour à tous. Bonjour, ouais, on va parler de cinéma américain, on va parler aussi de réalisatrices françaises en même temps. C'est ça. Mais effectivement, un petit peu de l'état de l'Amérique en cette période d'élection présidentielle. Donc nous n'avons pas les résultats à l'heure de l'enregistrement, vous potentiellement, puisque normalement on est pile dans ce créneau. Et justement, tu vas nous donner tes pronostics, puisque aussi on n'est pas filmé. C'est une émission avant tout politique, puisque... Voilà, évidemment. Moi, je pense que le meilleur va gagner. Voilà. Et c'est bien de dire le meilleur. Le ou la meilleure. Et je pense que l'autre sera pas loin derrière. D'accord. Sans doute deuxième. C'est un très bon pronostic, là, pour le coup. Vraiment, on est sur de la pure analyse. Je pense que vous n'avez jamais vu ça, puisque c'est normal, on n'est pas filmé. Nous avons aussi Lazare. Comment vas-tu, Lazare, pour cette émission ? Très bien, très content. Alors après, je dis très content, mais dans le Lazare du futur, peut-être pleurera après le résultat des élections. Enfin, pleurer, non, peut-être pas au point. Non, mais... quand même. Mais obligé, voilà. Hein, c'est pas... Et je ferai une petite carte blanche à un moment donné plus tard dans l'émission. C'est ce pour qu'on revenir sur un film très cool. C'est bien, tu fais déjà mon truc sur le programme du jour, mais... Ouais, c'est ça. Tu fais pas assez bien ton travail, donc j'allais y venir, je peux prendre un peu d'avance. Déjà, je disais bonjour à tout le monde. J'ai envie de dire aussi bonjour à Clément. Comment vas-tu, Clément ? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. Et je vous trouve tous merveilleusement beaux. Waouh ! Alors et ça, c'est même dommage que vous ne soyez pas filmé du coup. Ah ben, tu fais bien de le dire, puisque bon, on s'est attelé à ça. C'est aussi un sacrifice qu'on se propose de faire, puisque évidemment, si on se filme, je pense que tout le monde est en émoi. C'est déjà un petit peu ce qu'on a eu sur les réseaux, donc on l'a bien vu. D'ailleurs, on n'a pas trop compris ces derniers shorts, ces dernières petites propositions. J'ai pas compris parce que techniquement, on n'est pas filmé et on a quand même nos visages sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez curieux. Lenny, tu me disais encore récemment qu'on était filmé, mais bon, t'as toujours pas compris le but de l'émission, mais bonjour quand même. Bonjour, alors je préfère rassurer tous nos auditeurs, les caméras sont en train de filmer, hein, vous pouvez faire coucou, voilà. Mais franchement, je ne vois pas de quoi tu parles, Lazare, vraiment, tu vois quelque chose là ? Il n'y a aucune caméra, en fait, c'est de la folie pure, ça fait 3 émissions que tu continues à maintenir ce discours. Il y a des caméras de surveillance, ça. C'est mes caméras, je sais encore de quoi je parle. Il y a vraiment des caméras de surveillance, je pense. Alors Marion à la régie, on est d'accord, tu vas nous confirmer quand même, parce que là, il faut franchement un œil extérieur. Marion, on est d'accord, il n'y a pas de caméra. Bah moi en tout cas, je fais coucou depuis tout à l'heure et j'ai hâte d'être sur les écrans quoi. Ça me fait trop plaisir. Marion, mais ça va pas, t'es aussi dans... Il y a un truc, je sais pas, vous êtes parti dans un délire. On n'est pas filmé, c'est le nom de l'émission. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant de proposer ces petites critiques autour de The Apprentice, de The Substance, Carte blanche de Lazare et aussi peut-être potentiellement un petit quiz, le petit retour du quiz qu'on aime sur ces émissions Cinéma Station B, nous retrouvons donc Seb qui va nous faire une petite revue d'actu. Quelle revue d'actu, quels événements peux-tu nous proposer autour donc de l'exploitation des cinémas normands ? Autour des cinémas d'une façon un peu plus générale, puisqu'on parle des États-Unis et on peut revenir
On en parlait dans une des précédentes émissions de l'annonce du fait que les studios américains n'étaient pas forcément extrêmement confiants sur le succès ou sur le potentiel au final de Joker 2. Oui. Il s'est avéré que les résultats du film ont été largement en deçà des estimations les plus pessimistes. Le film est un gros gadin cette année. C'est relativement incompréhensible, même s'il y avait un côté bad buzz autour du film. Clairement, le côté comédie musicale n'a pas vraiment pris, mais c'est vrai que le film est très en deçà des estimations. Le film, pour vous donner un exemple, est à peu près sur les mêmes niveaux aux États-Unis que des chefs-d'œuvre tels que The Marvel ou The Flash. Donc le sommet, le haut du panier du cinéma de super-héros. Même en général. Ouais, revoyez des films. Et surtout, le film a dégringolé derrière en termes de fréquentation, ce qui fait que le film, au moment où on enregistre, n'est pas encore sorti en VOD aux États-Unis, mais au moment où vous pourrez écouter cette émission, le film sera déjà disponible. Warner a décidé un petit peu de limiter les dégâts. Ça sera vraiment une année un peu compliquée pour Warner, qui a déjà eu un gros échec avec Furiosa. Alors que là, pour le coup, ironie enlevée, Furiosa est magnifique. C'est un chef-d'œuvre, ça, c'est clairement, mais c'est aussi effectivement un film qui a pas trouvé son public de façon un peu équivalente. Alors certes, il y a eu Dune 2, certes, il y a eu Beetlejuice, mais c'est vrai que Warner enchaîne, entre guillemets, les gros gadins. On verra pour Juré numéro 2, le prochain film de Clint Eastwood qui sera sorti au moment où cette émission sera diffusée, avec cette nouvelle petite tendance autour de la communication autour des films, qui est de dire mais le film, en fait, on voulait pas le mettre au cinéma, c'était un film de plateforme, mais il est tellement bien qu'on va le mettre au cinéma. Il y a eu le cas avec Beetlejuice, voilà, c'est le cas aussi sur Juré numéro 2, on verra sur le produit fini, entre guillemets, mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on commence à nous jouer régulièrement cette petite ritournelle du film qui n'était pas fait pour aller au cinéma, mais en fait, il est tellement bien qu'on vous le montre quand même. Oui. Voilà, en espérant que ce ne soit pas, entre guillemets, des paroles en l'air et une pure technique marketing. Et puis pour finir, on peut quand même annoncer et rappeler la grosse sortie quand même du moment américaine, qui sera le 13 novembre, qui sera 25 ans après quasiment la suite de Gladiator. Gladiator 2, le retour des glaives, des jupettes et des gros muscles dans la poussière, toujours par Ridley Scott. Les retours sont déjà arrivés d'ailleurs aux États-Unis, donc ils sont excellents. Apparemment, ça parle déjà d'Oscar. Donc pour potentiellement Pedro Pascal ou des choses comme ça, enfin, vraiment là c'est dithyrambique aux États-Unis. Là, il y a vraiment des très très bons retours. De la même manière que je me méfie des films qui étaient prévus pour la VOD, je me méfie un petit peu des premiers retours sur les films où il y a tous les potes de Ridley Scott l'ont vu et lui ont dit que c'était super. Voilà. C'est comme The Flash où Tom Cruise nous avait dit c'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Bon. Il perd un petit peu de son image quand même, Tom Cruise. Oui, Lenny ? En fait, c'est juste que personne n'est au courant, mais il est aveugle depuis le début. C'est le premier film qu'il a vu de sa vie. Ah, peut-être. C'est pour moi la seule explication. Où il n'apparaît pas, parce que peut-être il a vu tous les films où il apparaît, et puis là, c'est la première fois qu'il se voit pas, et il se dit « Ah mince, il est super celui-là. J'aime bien Nicolas Cage, il joue super bien. » Parce qu'il est dans le film The Flash. Non, il est pas dedans vraiment. Si, il est. Non, c'est pas le vrai. Ah. C'est un faux. Ah, super. C'est pas des vraies caméras en fait. Je me doute. Seb, peut-être. Non, c'était. Non, mais on peut s'arrêter là. Ouais, moi, si vous me après, on peut se lancer on peut se lancer. On a combien d'heures devant nous pour parler de Gladiator? Potentiellement, Gladiator, moi, je peux en parler pendant des heures. Gladiator, la carrière de Ridley Scott, la carrière de Tony Scott, la série Les Frères Scott. On continue peut-être pas tout. Et puis, en plus, je connais monsieur, on s'est déjà disputé avec Lenny sur Ridley Scott. On va pas aller plus loin parce que sinon, il y a vraiment de la violence qui va arriver. Clément, je voulais aussi
donc évidemment, puisque tu n'es pas là pour rien, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on aime dire aussi au micro, c'est que tu nous proposes donc l'événement Pilote ta série. Donc c'est un petit concours en soi que vous proposez, donc je te laisse présenter en soi. Ouais, carrément. Donc ça a lieu au Havre, donc en Haute-Normandie. Mon cœur balance entre la haute et la basse, même si comme je suis en basse actuellement, je préfère la basse Normandie, voilà. Et donc c'est un concours qui a lieu pendant les rencontres du Havre sur les séries. Donc ce sont des rencontres qui sont organisées par l'association Havre de Cinéma, qui est une association qui a maintenant plusieurs années et qui est bien ancrée, en tout cas au Havre. Et donc ce sont les 9e édition, et donc ça se passe du 5 au 8 décembre, et à l'intérieur même de ces rencontres, depuis l'année dernière, on a décidé d'organiser, en tout cas de créer un concours de pilotes de série. Et là je vois les yeux de Lazare s'écarquiller et qui me demande qu'est-ce qu'un pilote de série, voyons. Et donc un pilote de série, c'est simple, c'est un épisode initial qui a pour but de présenter le concept, les contextes, les personnages et les enjeux principaux d'une série, et de donner un peu envie d'en voir la suite en tout cas. Et c'est complètement le principe d'un concours, c'est qu'en 5 minutes, grand maximum, où que vous soyez, en France ou ailleurs, avec les moyens du bord, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez, c'est vraiment le principe du concours. C'est d'essayer en fait d'écrire le pilote d'une potentielle série sur un thème précis. Donc nous, l'année dernière, on avait un thème qui était les plaisirs coupables. D'accord. Et cette année, le thème, c'est l'habit ne fait pas le moine. Oula, oh là là, ah oui. Et donc, double sujet. Oui, malheureusement, on peut se dire qu'il y a une petite écho cocasse qui n'est pas effectivement voulu, volontaire, mais le concours était déjà lancé. Mais prenons cette expression comme une expression. Et donc, que ce soit dans le genre que vous voulez, ça peut être une anthologie, feuilleton, sitcom, shortcom, drame, comédie, tout ce que vous voulez. Tous les choix appartiennent aux réalisatrices et réalisateurs qui veulent effectivement participer et projeter aussi, puisqu'il y aura une présélection qui sera faite, et ils auront le choix, enfin la possibilité en tout cas de projeter leur concours, enfin leur pilote pendant le concours devant un jury, un grand jury et un jury jeune qui remettront des prix. Donc on aura le grand prix du jury qui sera à 500 €, le prix coup de cœur du jury qui sera à 250 € et le prix du jury jeune voilà, c'est ça que tu devais mettre en avant. À 250 € également. Donc je vous invite bien évidemment à y participer. Et là tu nous intéresses. Vous avez toutes vos chances bien sûr, et là vous me demandez mais comment y participer? Ah bah oui. Et je vais vous répondre tout de suite. Il suffira de télécharger la fiche d'inscription qui est sur le site du coup des séries, donc c'est séries avec un S, havre.info. D'accord. Vous téléchargez cette fiche d'inscription, vous réalisez bien sûr avec vos moyens un pilote de 5 minutes sur le thème l'habit ne fait pas le moine. Et il faudra le déposer à l'adresse mail, donc tout attaché. Vous avez toutes les informations sur le site et sur la page Instagram de à la fois Havre Cinéma et à la fois des rencontres du Havre sur les séries. Vous tapez ça sur Instagram, vous avez tout. Et donc du coup, il faudra rendre ce pilote et cette fiche d'inscription à l'adresse mail pilote-ta-série tout attaché @gmail.com avant le 19 novembre 2024, 23h59 précise. Oh là 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 là. Ah oui, oui. Et il y a un vrai accompagnement aussi derrière aussi ce projet, puisqu'en soi ça va être surtout par rapport aux indépendants, j'imagine. C'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert à tous, c'est un concours qui est amateur. L'année dernière, on a eu 18 pilotes on les a tous projetés parce que c'était très très bien. Là, on se permet une petite présélection au cas où on aurait plus de pilotes que prévu. Et voilà, et il suffit de faire fonctionner son imagination, vraiment, ça peut être un téléphone portable comme une caméra Sony, je ne sais guère. Et puis on n'est pas obligé d'imaginer toute une série. Et techniquement, là, c'est vraiment juste un pilote. Ah oui, non. Voilà. En fait, c'est vraiment l'idée c'est comme si vous imaginez une série dans votre tête et vous vous dites quel serait le premier épisode. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est ce premier épisode et que ça nous donne envie de potentiellement voir une suite imaginaire ou qui peut être créé. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi
que ce soit des réalisateurs, réalisatrices en herbe qui se disent c'est l'occasion, on a des prix quand même relativement sympas, il y aura une bonne ambiance en salle, parce que d'ailleurs la projection se déroulera au cinéma Le Studio. Ça, je crois que je ne l'ai pas dit. Le vendredi 6 décembre 2024 au soir. Donc, on n'a pas encore les horaires, mais ça va être dans la soirée, donc aux alentours de 20h, 21h. Et vous aurez la chance de pouvoir voir dans cette magnifique salle qui est le studio, qui est une salle, qui est là depuis très longtemps, qui fait vraiment partie du patrimoine du Havre. Et la séance est bien sûr ouverte à toutes, gratuite, et il y aura une très bonne ambiance. Et moi j'ai une grande question, est-ce que le premier prix, c'est aussi Édouard Philippe qui le donne en main propre? Parce que c'est ça aussi ce qu'on se pose comme question si tu nous parles du Havre. Alors ça, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info, donc il va falloir que je recontacte mon équipe. Mais l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit ne fait pas le moine, effectivement. Au cas où. je ne peux pas. Je ne peux pas le garantir en tout cas. Bon. Et je préfère pas. Et petit clin d'œil à mon très cher ami Nicolas Langlois qui nous a fait pour la première fois, du coup, parce que l'année dernière je m'en étais chargé, qui nous a fait une magnifique affiche cette année. Donc je vous invite encore plus à aller regarder sur les réseaux, sur le site. Il nous a fait un super truc, et puis on va essayer de continuer un peu la com en faisant des trucs un peu sympas. Donc n'hésitez pas à suivre, et à suivre aussi l'association Havre de Cinéma qui fait beaucoup de choses dans l'éducation à l'image et plein de choses chouettes. Donc rappelle-nous les réseaux, juste comme ça on le note, là c'est le moment, prenez vos carnets. Alors, pour l'Instagram, Facebook, c'est relativement la même chose. Vous pouvez taper Havre de Cinéma pour l'association qui organise les rencontres. Et si vous êtes plus intéressé vraiment sur les rencontres, ça va être le série... Alors, sur Instagram, je l'ai même noté précisément, c'est série avec un S, -du8, Havre. Et là, vous êtes sûr de tomber dessus. C'est incroyable. Et le site internet, série avec un S, havre.info. Et vous cliquez sur Pilote ta série dans le menu, et vous tombez sur toutes les informations dont vous avez besoin, puisqu'on a une équipe qui gère tout ça d'une main de maître. Merci beaucoup pour ce beau projet, j'espère qu'il vous a inspiré. Donc encore une fois, Pilote ta série, n'hésitez pas à regarder. Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et désormais, nous vous proposons, au vu de l'actualité, de retourner même plutôt sur le film The Apprentice, qui était donc proposé au Cinéma Luxe. C'était réalisé par Ali Abbasi. Normalement, il sera encore en fin d'exploitation au Cinéma Luxe, donc si jamais vous voulez le rattraper potentiellement avec cette actualité, c'est peut-être le moment vraiment d'en profiter. C'est peut-être même la dernière semaine où vous allez pouvoir voir le film, donc vraiment courez voir, puisque en soi, je pense autour de la table qu'on a... en soi un avis plutôt positif, on va y revenir. C'était donc proposé d'abord en soi au Festival de Cannes cette année, c'était en compétition, ça avait eu plutôt un accueil intéressant, même s'il n'est pas ressorti avec un prix. Il est sorti donc en octobre 2024, il plonge dans les coulisses du monde politique et économique avec un focus particulier évidemment sur l'ascension et l'influence de Donald Trump, puisqu'il frôle évidemment le biopic. Ce film met en lumière l'univers impitoyable du pouvoir et de ses affaires, tout en explorant la manière dont une figure controversée comme Trump a su façonner son image public et utiliser ses compétences de manipulateur pour atteindre les plus hauts sommets. Le film est porté par une performance remarquable de Sebastian Stan, que vous avez pu voir dans Avengers en termes de grosse production, en Trump, mais aussi Jeremy Strong, que l'on retrouve dans Succession. En termes de rapprochement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, surtout au vu de cette série, qui lui aussi est remarquable dans sa performance du perfide Roy Cohn, figure importante dans l'ascension du président américain. Ce film, comme je vous l'ai dit, il a été présenté à Cannes. Il a eu plutôt une censure entre guillemets aux États-Unis de la part de Trump, qui ne l'a évidemment pas bien accueilli au vu des anecdotes et possiblement des histoires autour de son ascension, qui n'est pas forcément évidemment toute blanche. Autour de cette table, est-ce que vous avez apprécié ce film qui frôle le biopic, malgré évidemment beaucoup de romanesque, on va dire, proposé? Déjà, c'est bien mis en avant dès le premier carton, c'est pas précisément l'ascension en elle-même. Oui, Lazare. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'avais
énormément apprécié Les Nuits de Mashhad, le précédent film de Ali Abazi. J'étais très très curieux dès le visionnage de la bande-annonce de voir où est-ce qu'il allait nous emmener. Et puis force est de constater qu'il a une proposition radicalement opposée aux Nuits de Mashhad. Rien que l'utilisation de l'image, il va passer de la pellicule au caméscope. Il a une façon de filmer qui est un peu plus chaotique, en grand angle, etc. Et puis tu l'as très bien dit, les performances de Sebastian Stan et Jeremy Strong, elles sont exceptionnelles. D'un côté, Sebastian Stan qui a une interprétation de Trump qui est assez bluffante, le maquillage qu'il a et puis les mimiques qu'il va reprendre, la voix, moi j'étais vraiment bluffé. Et puis Jeremy Strong qui arrive à la fois provoquer, avoir ce personnage vraiment complètement loufoque, à fond les ballons, qui arrête pas de hocher la tête comme ça. Super mimique qu'il tient parfaitement. Et cette deuxième partie de film où il est sur la descente, où il est vraiment assez émouvant. Là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais juste dire que la scène du gâteau, moi ça m'a vraiment ému. Donc excellent film, je peux que recommander. J'espère que vous l'avez déjà vu. Oui, et surtout, Roy Cohn, il y a eu un documentaire aussi il y a quelques années sur cette figure emblématique, évidemment, puisque c'était un avocat new-yorkais qui a été particulièrement influent, pas que pour Donald Trump. Lenny, toi aussi, tu as vu. Alors là, je me dirige vers toi parce que c'est un avis plus mitigé. Qu'est-ce que tu peux dire sur The Apprentice, un peu peut-être pas trop contraire non plus à Lazare. Il me semble quand même que tu as un avis plutôt positif. Il y a mine de rien des très grandes qualités, je pense, dans le film. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts également dans certains. C'est vrai que les performances d'acteurs sont impressionnantes parce qu'on se dit ok, donc ça va être un film qui va parler de Trump. Ok, donc ça va être un film bourrin, vulgaire, qui peut à la limite être divertissant, mais qui peut être très très vite malaisant. Parce que pour moi, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai de Trump, sans même m'intéresser au personnage, en le voyant de loin, en ayant quelques informations par rapport à qui il est ou par rapport à ce qu'il fait. Et au contraire, là, on a un film qui va pas forcément aller dans ses côtés vulgaires, trash, très ce qu'on en récupère aujourd'hui de Trump, presque ce personnage de télé, au final. Cette espèce de personnage qu'on pourrait retrouver dans certaines séries un peu de mauvaise qualité, mais presque une auto-parodie de lui-même. Là, on est au contraire sur quelque chose qui va être pas forcément avec sa voix trop caricaturée, au contraire. Et c'est presque pour moi la plus grande qualité parce que on a des rapports humains qui sont intéressants. Il y a un point de vue ambigu aussi, surtout sur la première partie du film, sur les relations entre Roy Cohn et Trump, qui sont limite deux petits diables dans un New York qui vraiment est désastreux sur cette époque. Mais limite, on prend un peu parti pour eux parce qu'il y a cette relation, cette perfidie, mais qui fonctionne un peu à ce jeu de pouvoir qui devient intéressant et qui rejoint un petit peu d'ailleurs des relations qu'on peut y retrouver dans Succession, sur ce côté, les manias du pouvoir et de l'économie, surtout américaine. Je vois Zéphyr aussi, puisque Zéphyr aussi a vu dernièrement ce film. Toi, je crois... Alors, tu nous as proposé d'ailleurs sur les réseaux une petite critique qu'on peut retrouver sur les réseaux du Cinéma Luxe. Tu peux un peu, évidemment... Tu rejoins un petit peu Lenny ou... Je rejoins, ouais, carrément. Après, c'est vrai que j'en attendais pas énormément du film, même si du coup on connaît énormément Trump, etc. En fait, il arrive à cette figure de monstre plus grand que tout seulement à la fin du film. Pendant tout le long du film, il apprend à l'être. Il est dans le conflit. Il comprend pas trop. Enfin, il comprend très vite ce qu'il faut qu'il fasse, mais il le fait pas tout de suite très bien. Et du coup, on découvre comment il réussit à dépasser. C'est une mécanique qu'on retrouve dans plein d'autres films, mais il dépasse Roy Cohn en termes d'horreur pure et il est complètement éhonté, quoi. Et ça fait bizarre de le voir au début du film, bien différent, pas encore influencé par quoi que ce soit, et sous le joug de sa famille, alors que maintenant on le connaît comme un animal singulier. En fait, on voit tout cet écosystème qui a fait de Trump, en fait, qui l'a rendu aussi mauvais, alors qu'on voit au début la graine de ce qui va devenir, quoi. Et pas que, il n'y a pas aussi que la figure de Trump qu'on peut y retrouver derrière, c'est toute une idéologie américaine évidemment qui est encore présente actuellement. Seb, évidemment tu l'as vu. Oui, bien sûr. Mais moi je suis assez d'accord en fait. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que justement il évacue, ou en tout cas
il s'arrête avant d'aller sur le terrain de Trump, l'homme politique, c'est-à-dire celui qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement c'est le Trump, on va dire d'après les années 2000, d'après les années 2000-2005, c'est-à-dire son passage à la télé-réalité et son introduction, on va dire, en politique et son rôle de président, etc. C'est plutôt autour des gens de ma génération qu'ont découvert Trump. C'était finalement l'incarnation la plus, d'une certaine manière, la plus flamboyante, la plus aussi, d'une certaine manière, la plus décérébrée des années 80, des années Reagan, du retour de l'ultralibéralisme, ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Et effectivement, c'est ça que raconte Ali Abazi. Et alors, moi, je trouve que le film, il a une tendance à brasser très large et donc aller très vite sur beaucoup de points. Et on aurait presque envie que le film, de temps en temps, s'arrête sur certains points, effectivement, sur sa relation très ambiguë, on ne sait pas vraiment derrière. On ne sait pas d'ailleurs si vraiment Trump, du point de vue d'Ali Abazi, comprend en fait véritablement qui est Roy Cohn, ou si il voit juste cette espèce de mec qui a réussi, dans lequel il va siphonner 3-4 idées, qui va exploiter ces espèces de principes qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, qui va exploiter jusqu'au bout, ad nauseam, jusqu'au ridicule en fait. Et c'est là où le film, moi je trouve par contre est intéressant, c'est-à-dire que d'un côté effectivement ça va très vite sur l'histoire, on va dire. Par contre le film arrive à pas être manichéen avec ses personnages, à pas faire une espèce de charge sur Trump. Finalement le personnage est assez, il y a des passages où ils sont assez touchants, ouais. Sans non plus tomber dans le psychologisme de bas étage. Donc le film, là-dessus, tu penses qu'il n'y a pas ce revirement dans la deuxième partie du film Non, mais il est... On sent une première partie où il y a un point de vue ambigu. Alors moi après, voilà, c'est aussi pour ça que je te pose la question. Mais la deuxième partie du film, je trouvais justement que là, le réalisateur prenait vraiment beaucoup plus parti et essayait quand même de vraiment créer une image de Trump et de son idéologie future. Ouais, moi je trouve ça. Oui, effectivement, il le fait. Sauf que j'ai envie de dire, il cherche pas la mule. C'est-à-dire qu'il le fait pas. Il le fait pas contre le personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, il met en place tout ce que deviendra Trump, y compris ce truc de dire, quand il parle de la politique, que le personnage de Trump, donc par Sebastian Stan, dit que la politique, c'est pour les losers, c'est pour les mecs qui n'ont pas réussi, c'est pour les mecs qui ont des problèmes et qui veulent de sortir de ces problèmes. Nous, on sait évidemment que derrière, c'est un peu aussi ces problèmes perso dans ses affaires qui vont l'amener à aller en politique. Mais ça, justement, je trouve que c'est amené, même si, effectivement, encore une fois, le personnage de Donald Trump sort pas du tout grandi du film, au contraire. Mais il fait pas non plus un film qui irait contre ses personnages, justement pour... et je sais que ça lui est reproché, notamment du côté des critiques américains, qui trouvent que le film est finalement pas assez virulent, que le film met de côté certains aspects de la vie de Trump qui lui sont reprochés, parce que il y a d'autres cadavres dans le placard de Donald Trump, et Dieu sait que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là où le film est, moi je trouve assez intéressant. Oui, Lenny. Malgré tout, c'est un très léger spoiler, mais je vais pas non plus expliciter la chose. Pour moi, il y avait un tout petit truc intéressant qui, je sais pas si c'est une signification particulière, mais il y a un détail dans l'une des séquences d'introduction où, si je ne m'abuse, Trump est, je crois, dans un club un peu huppé. Il se gausse avec une nana visiblement qu'il a ramenée de ce truc de « je suis le plus jeune à avoir été intégré dans ce club, c'est un truc de riche, de milliardaire, de succès, quoi que ce soit ». Et il y a ce principe-là qu'on va retrouver à la fin de « c'est simple, quand t'es un winner, c'est dans tes gènes, t'es fait pour ça, t'es né comme ça ». Et pour moi, c'est presque ce truc de... Je pense pas que ce soit que le système qui l'ait pourri. Parce que il avait déjà cet état d'esprit-là. C'est tellement grand, parce qu'on regarde la structure familiale, qu'on s'entend bien, il va être horrible avec,
mais il y a déjà ce truc de le père est un monstre avec ses enfants, peu importe qu'ils font, et c'est un instant T, c'est une personnalité qui va aller très très loin, aller même plus loin que ce que la personne qui pense le sulté imaginait. Oui, Marion. Oui, moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Lénie, mais au début, on dirait vraiment que c'est un peu un petit agneau innocent qui sait rien sur rien et qui va être perverti par Roy Cohn. Et ça, moi, ça m'a un peu dérangé parce qu'à mon avis, on peut être perverti et tout, mais ça partait pas de nulle part non plus. Donc moi, je trouvais ça assez dérangeant en fait. Très bien. Bon, écoutez, en soi, moi, ce que j'ai particulièrement aussi aimé dans le film, c'est comme l'a présenté Zéphyr dans le petit short, c'est une bande sonore aussi particulièrement intéressante puisque techniquement, c'est un film qui aussi propose une époque précise avec aussi, comme tu as dit, par rapport à ses grands angles, à aussi la pellicule, puis ensuite on change d'année, donc on va aussi sur le caméscope. Donc il y a aussi cette vision d'une époque qui est assez particulière puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de crises à ce moment-là et donc c'est ce moment aussi où Trump prend pouvoir, prend aussi par rapport à sa famille la tête et même en général on commence à voir déjà ses ambitions petit à petit venir. Clément, je crois aussi que tu as vu le film d'ailleurs. Effectivement. Tu rejoins nos avis ou alors tu adores Trump et tu as détesté le film? Tu peux le dire, hein, honnêtement, je sais que c'était déjà en amont de l'émission un truc que tu voulais mettre en avant. Alors, il faut savoir que j'adore le film et non Trump. Non, j'aime beaucoup, je rejoins pas mal ce qu'ont dit tout le monde, etc. Et les petites retenues qui peuvent être émises sur le film, mais en tant que tel, moi j'ai trouvé ça assez intéressant et le fait effectivement que le film soit romancé amène quelque chose un peu plus de, je vais dire, de détachement, parce c'est vrai que historiquement parlant, il y a énormément de détails qui sont squeezés, etc. Mais ça permet en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir un film charcuté. Et on a vraiment une fluidité qui est intéressante, où on a des personnages, en fait, comme c'est un film, on a des personnages qui doivent se construire. Et je pense que c'est un parti pris aussi de romancer aussi ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que au début, Trump, c'est un peu Bambi qui se fait pervertir par les loups sauvages, etc. Et bien sûr que ce n'est pas certainement pas le cas. Mais je pense que effectivement, c'est un côté un peu romancé du film pour que notre personnage ait un peu cette cette évolution et tout au long du film. Et je pense pas que ce soit une volonté de dire que Trump a été perverti par tout le monde, mais plutôt évidemment que, comme disait Lénie, il y a quelque chose qui est déjà sous-jacent et on le voit très bien, et en fait le réalisateur l'appuie pas dessus, parce que quand Trump paraît ridicule, il est ridicule, il n'y a pas besoin de recharger, surcharger, et c'est là en fait où peut-être le film serait devenu un peu vulgaire, un peu bête, etc. Et non, il y a eu le parti pris assez sage en tout cas, et qui fonctionne très bien, d'être plus fin et de se dire le spectateur est assez intelligent pour se rendre compte que cet homme est mauvais et que ses agissements sont plutôt terribles, quoi. Oui. Et alors, un dernier point quand même aussi sur ce qu'on a pu déjà soulever du film, c'est le jeu d'acteur qui est excellent, comme Lazare on a pu aussi le préciser. Moi, j'ai envie de poser une petite question. Est-ce qu'en prévision, évidemment, si il n'est pas à la présidence, puisque j'imagine qu'il aura une influence par la suite sur cela, ou peut-être pas, peut-être que... mais sur les Oscars, est-ce que vous pensez honnêtement qu'un Jeremy Strong ou un Sebastian Stan pourraient ressortir dans cette cérémonie et potentiellement avoir un prix? Oui, Lazare. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu... Enfin, moi, j'ai un peu envie de donner l'Oscar aux deux. Hein. Moi, je les trouve vraiment exceptionnels. Mais c'est vrai que ce serait étonnant de voir quelqu'un qui incarne le rôle de Trump gagner un Oscar. J'avoue que c'est perturbant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que... je sais pas, je dis pas que j'espère qu'ils auront des Oscars, mais en tout cas, j'espère que leur performance, elle sera reconnue et que... on fera plus confiance peut-être à Sebastian Stan pour d'autres rôles, parce que vraiment il est très prometteur, et Jeremy Strong, c'est déjà un acteur qui est reconnu pour son talent. Tout à fait, Sebastian
Stan essaye tout à fait de se démarquer de son image populaire qu'il a pu déjà avoir et qui lui colle un petit peu à la peau. Et Jeremy Strong qui, avec Succession, a un succès, puisque en France, je crois que c'est pas si non plus idolâtré, mais vraiment aux États-Unis, Succession, c'est une série adoré, hein. Il a eu déjà plusieurs prix aux Emmys, donc, et les 4, c'est de Adam McKay, si jamais, qui a fait plusieurs films politiques et aussi sur les manias économiques américaines, sur les crises, avec Big Short, hein, par exemple. Donc voilà, je pense que Jeremy Strong, moi, de mon point de vue, il a de fortes chances avec son Roy Cohn d'avoir un prix au vu déjà un petit peu de l'image qu'il a. Oui, Lenny, comme dernier mot? Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire parce que ce serait quand même un coup très politique des Oscars et très osé. Mais après, j'attends que d'être surpris. Hein. Mais ce serait beau. Ce serait pas le premier et, à mon avis, ce serait pas le dernier. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur! Et évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit classique dans nos oreilles. C'était New Order, Blue Monday, qui était proposé dans le film The Apprentice. Désormais, nous nous dirigeons toujours sur un petit peu l'influence et l'image américaine, mais avec une réalisatrice française, The Substance, qui est proposée aujourd'hui même dans les cinémas, et plus précisément dans le cinéma luxe, réalisé par Coralie Farja. The Substance, c'est un film d'horreur et de science-fiction sorti en 2024 et qui a été proposé au Festival de Cannes, marquant le retour très attendu de la cinéaste française après son premier long métrage à succès Revenge et sa magnifique série, à mon avis, qu'elle déplore, l'effet cloche. Farja continue d'explorer des thématiques liées au corps, à la transformation et au pouvoir, mais dans un registre encore plus viscéral et intense. Ce Substance suit l'ancienne star Elizabeth Sparkle, confrontée à une mystérieuse et dangereuse matière organique qui provoque des transformations physiques et psychologiques. La substance est un remède particulier qui permet de vivre dans un autre corps, mais plus jeune. Coralie Farja mélange habilement horreur corporelle et science-fiction, tout en y injectant une dose de réflexion sociale et psychologique. À travers The Substance, elle s'intéresse à la manière dont les personnages, souvent féminins, réagissent à la perte de contrôle sur leur propre corps, une thématique qu'elle avait déjà abordée dans Revenge, mais qu'elle pousse ici à l'extrême. Le film renvoie à des influences comme David Cronenberg pour son travail sur le body horror et John Carpenter pour l'atmosphère oppressante et surnaturelle. Le casting de The Substance est porté par Demi Moore, dont la présence marque un retour notable au cinéma de genre, avec à ses côtés la talentueuse Margaret Qualley qui joue Sue, bien mise en avant sur les bandes annonces. Le film aborde des thématiques variées telles que le contrôle de soi, la substance corporelle et la question de l'humanité à travers la substance qui transforme les personnages. Encore une fois, Farja pose des questions profondes sur la mutation, l'aliénation et la relation entre le corps et l'esprit. Présentée donc dans plusieurs festivals, elle a réussi à avoir, avec un enthousiasme certain, le prix du meilleur scénario à Cannes. Elle confirme le body horror français comme un porte-étendard de l'horreur, puisqu'on peut le rapprocher évidemment du film Titane de Julia Ducournau, qui avait décroché la Palme d'Or quelques années auparavant. Nous avons tous vu autour de cette table The Substance, même si certains ont fui, puisqu'il ne faut... Dans l'idée, je vous le conseille, moins on connaît The Substance, mieux le visionnage sera appréciable. Je vous conseille d'ailleurs de participer à la nuit, plutôt à la soirée proposée par le Luxe avec Grave et The Substance le 8 novembre, puisque les deux sont à rapprocher, encore une fois, hein, Julia Ducournau et Coralie Farja, sur les propositions et sur les thèmes. The Substance, est-ce qu'on peut dire, moi j'ai envie de poser directement la question, que c'est un film marquant de l'année, voire même du body horror en général actuel? Lenny? C'est un des films à mon avis qui peut bouleverser très très fort beaucoup de monde. Si je ne m'abuse, pour les prochaines minutes, nous allons faire une partie sans spoil, puis plus tard une partie avec spoil. Donc si des gens veulent quand même nous écouter, vous inquiétez pas, on va essayer de vous en dire le moins possible. Mais c'est pas forcément le genre de film qui est non plus très simple à appréhender. Parce que y a beaucoup de choses, c'est très très généreux, mais mon Dieu que c'est bien fait. Pour moi, il y a un équilibre sur tellement de points, que ce soit la mise en scène, le scénario, le côté body horror, et même ce principe qui est
même s'il n'y a pas Marion qui, si je ne m'abuse, n'a pas vu le film, on est un peu entre hommes, donc difficile d'en parler, mais pour moi je pense que c'est véritablement un film qui est impressionnant dans le sens où c'est absolument pas un film qu'un homme aurait pu faire, parce qu'il y a ce regard féminin et ce regard sur l'âge et comment la société pousse les femmes à agir en fonction de passer un certain âge. Oui, Seb ? C'est clair, c'est le film. Alors, c'est effectivement un des films. Je pense que ça sera un des gros films de l'année quand on regardera, quand on jettera un coup d'œil dans le rétroviseur de 2024. Je pense aussi qu'il y a une partie du public qui va rejeter le film. C'est un film qui est assez, on va dire, extrême dans le sens où Coralie Farja, elle pousse ses potards au maximum. Elle pousse sa logique narrative jusqu'au bout. C'est ce qui, à mon sens, fait l'intérêt du film, mais c'est ce qui fait que effectivement il y a des gens qui vont rejeter parce que effectivement elle pousse la vulgarité du film jusqu'au bout, elle pousse le côté gore, body horror très très loin. Le film est aussi assez long, donc il y a cette espèce d'extension de la narration, d'allongement presque de la narration qui est aussi forte dans le film. Donc il y a vraiment ça. Et un des trucs qu'on peut aussi rajouter, c'est que moi j'ai été aussi impressionné, alors peut-être pas forcément par la performance même des actrices qui est vraiment forte, mais par leur implication. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune barrière chez Demi Moore et chez Margaret Qualley. On sait parfois que les actrices, notamment les actrices hollywoodiennes, elles sont chaudes pour faire les scénarios, et puis une fois sur les tournages, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de trucs. Il n'y a aucune barrière dans ce qui est montré effectivement par les deux actrices, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, le corps un peu vieillissant de Demi Moore, l'hypersexualisation de Margaret Qualley. Et effectivement, ça, c'est un des trucs à mettre au crédit du film. C'est effectivement ce côté presque too much, presque aimer vraiment tout ce qu'il y a à mettre. Oui, Lazare. Moi en fait j'avais un petit peu peur au début, alors déjà parce que je suis pas un très très grand fan de son film d'avant, Revenge. Alors pour des raisons, il faudrait que je le revoie, hein. Ça fait 7 ans que je l'ai vu, mais je me souviens que je n'avais pas un très grand souvenir. Et au tout début du visionnage, je me suis dit, ah ouais, c'est vachement didactique, elle pousse un petit peu le truc, elle surexplique, je trouve au début, le fait que c'est la fin de la célébrité, la fin d'une carrière, c'est le corps qui vieillit. Je me suis dit, bon, elle le surexplique au début, puis en fait je me suis laissé porter par le truc parce que la proposition, comme tu l'as dit Seb, elle est radicale, quoi. Les acteurs sont à fond. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est quand même la scène des crevettes avec le producteur de l'émission qui est dans la bande-annonce, donc là-dessus on entend les bruits de bouche à fond les ballons, et en fait c'est super agréable. L'acteur il est à fond les ballons, et petit à petit le film, tu te dis bon, il va peut-être pas aller aussi loin, et en fait elle va de plus en plus loin. Et on parlera de la fin après, mais il y avait un vrai plaisir de visionnage. Et puis c'est chouette, ça ramène à plein d'autres films. Forcément, on pense à Kubrick sur certains plans. On pense bien sûr à Cronenberg. On pense à, tu le disais, à Carpenter. Non, tu sens qu'il y a c'est un vrai film de cinéphile. À mon sens. Et non, c'était un vrai kiff. Je suis complètement réconcilié avec Farja. Eh ben, écoutez, je vous propose désormais, maintenant, on va se faire un juste milieu et se dire que maintenant, nous partons dans la partie spoiler. Donc, nos chroniqueurs et moi-même, nous allons partir pleinement dans le film. Nous allons peut-être même décrire certaines scènes qui nous ont marquées, car le film, encore une fois, a des scènes, je pense même particulièrement à la fin, qui restera potentiellement à vie dans ma mémoire de cinéphile. Donc si jamais, je vous conseille tout de suite potentiellement de quitter le podcast, mais de revenir. On va vous faire un petit timer évidemment, pour vous dire quelle est la partie spoil, combien de temps elle va durer, et de revenir par la suite. On a d'autres propositions à vous faire sur cette émission. Maintenant, l'alarme est lancée, nous sommes dans la partie spoiler. Seb, tu voulais intervenir, tu peux potentiellement même décrire une scène... Non, c'était pour revenir sur les influences, parce que effectivement, je pense qu'il faudrait surtout pas réduire le film à une espèce de petits jeux de pistes, retrouver la scène Shining, retrouver la scène Psycho. C'est-à-dire que même dans son apport, on va dire, des influences, il y a aussi effectivement un jeu
d'en mettre tout plein en fait, parce que effectivement on voit, effectivement on a cité Kubrick, on a cité Cronenberg, on a cité Carpenter, on peut citer Tetsuo, on peut citer Society, on peut citer Akira, on peut citer, il y a plein de choses qui viennent en tête, parfois d'ailleurs sans venir toujours. Alors il y a quand même des images, notamment par rapport à Shining, qui sont très ciblées, les scènes dans les couloirs, certains, mais vraiment, il y a aussi effectivement tout un jeu, toute une ambiance autour, plus largement du body horror. Alors c'est rigolo de le comparer avec Julia Ducournau et de voir comment David Cronenberg, et spécifiquement le David Cronenberg des premiers temps, on va dire jusqu'à Faux Semblant pour être un petit peu réduit, infuse vraiment le cinéma, en tout cas une partie du cinéma d'horreur un petit peu auteuriste français, et c'est vraiment le film là-dessus, il va jusqu'à, effectivement, alors là on peut en parler, jusqu'à la troisième partie du film, dans lequel effectivement, puisque la première partie c'est on va dire la version Demi Moore, la version Margaret Qualley, et la troisième partie c'est la version, on va dire, Demi Moore plus Margaret Qualley, donc Monstro, Elisabetsu, je crois, Elisasu. Monstro Elisasu. Donc dans une espèce d'amas de chair, de sang, de fluide qui se déverse et qui devient... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait effectivement des thèmes, et je rejoins un petit peu Lazare. Moi, j'aime bien Revenge, mais je rejoins un petit peu Lazare sur le côté un peu didactique, parfois, de Revenge. Là, finalement, même sur son discours, finalement, je trouve que ça va plus loin, parce que ça va, finalement, sur notamment l'idée, j'aurais presque envie de dire l'idée du duplicata, quoi. C'est-à-dire que finalement, Margaret Qualley, c'est la version plus jeune, plus fraîche, plus meilleure, pour reprendre le terme du film, mais aussi plus sexualisé, plus vulgaire, plus rentre-dedans du personnage de Demi Moore. Et puis finalement, plus on va avancer, plus on va avancer vers quelque chose de monstrueux. Comme tu dis, justement, je pense que ce prix du scénario à Cannes est tout à fait mérité, dans un sens où l'écriture, pour moi, est quasi parfaite dans ce qu'il essaye de raconter. Ce point de vue très didactique, puis ensuite, de plus en plus aussi, de rentrer dans la psyché, dans la conscience et l'imagination potentielle de ces personnages, surtout Demi Moore et Sue, évidemment. Enfin, Demi Moore, principalement au début, sur cette fausse paranoïa qu'elle, petit à petit... développe, et ensuite qui commence à contaminer Sue. Donc on retrouve cette histoire de contamination des corps de Cronenberg, qui est, pour moi c'est pour ça c'est un vrai hommage aussi à La Mouche, parce qu'il y a aussi dans tout The Substance cette graduation, cette petite évolution de son personnage qui se transforme petit à petit devant nous, évidemment par plusieurs mécanismes, mais qu'on peut retrouver dans plusieurs corps, parce qu'on n'est pas obligé, on se doute, on arrive en tant que spectateur à comprendre, grâce à l'intelligence de la mise en scène, que Sue, malgré sa beauté, plus elle devient belle, évidemment, plus elle devient lisse et appréciée, évidemment, plus le corps devient malade et devient évidemment presque cadavérique, et ça amène à des scènes à la fin pas croyables. Je veux dire, les 30 dernières minutes, pour moi, c'est un total où je ne m'attendais pas, et là je rentre dans le spoil, mais cette sorte de sorcière qui au départ, donc Demi Moore qui fait une sorcière affreuse, courbée, qui limite court comme un gobelin, la scène où elle court dans l'appartement parce que Margaret Qualley, la course, ça m'a fait hurler de rire, et en même temps je me disais mais quel plan je viens de voir, c'est affolant. Cette course-poursuite, cet ébat, et surtout ce Monstro et Isasu, ce qu'il faut dire, c'est que quand je l'ai vu au départ dans le miroir, je me disais, bon, il est super bien fait, etc., on va le voir 2 ou 3 plans. Non, ça dure 20 minutes où ce personnage devient principal, et on le suit vraiment dans son mécanisme, et ça nous raconte même une histoire. Limite, ces 20 minutes pourraient être complètement à part, et nous proposer son propre propos, et tout en étant relié, évidemment, avec ces personnages et ces autres corps qu'on a vus avant. C'est une intelligence d'écriture folle qui presque devient une synthèse, et c'est pour ça que j'aimais Titan d'ailleurs, c'est parce que Titan, je savais pertinemment que c'était le départ de tout un cinéma de body horror, et même en général d'horreur féministe, qui allait potentiellement, et The Substance en est la preuve, qui allait se concrétiser à un moment ou à un autre, et je pense d'ailleurs que Coralie Farja a réussi cette synthèse, et
si Titan n'existait pas, il n'y aurait pas eu The Substance. C'est pour ça que je défendrai toujours corps et âme, même si évidemment il n'est pas parfait ce film, Titan. Donc encore une fois, merci Coralie Farja d'avoir proposé un film que j'ai envie de revoir et voir le 8 novembre au Cinéma Luxe. Ça c'est sûr, j'y serai parce que il est déjà marquant, et voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai dit est-ce qu'il est marquant pour vous, parce que pour moi c'est déjà dans visionnage cinéphilique l'un des films que je porte déjà comme mon film de l'année. Ça c'est quasi sûr. Oui Lazare? En fait, tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche, mais ouais, c'est vraiment un kiff effectivement, quand elle arrive en version monstro Elisa Su, je me suis dit, bon, on la voit dans le miroir, le film va s'arrêter là, et c'est effectivement dingue. Le film continue dans la surenchère avec voilà ce sein qui vient tomber de son. Enfin, il y a vraiment des tas de choses, et puis des hectolitres de sang. Et puis pareil à la fin, quand elle est sur scène, on dit bon, allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Et puis non, c'est encore une fois, elle est sur. Et puis on reboucle avec ce plan de fin sur l'étoile. C'est vraiment c'est ça qui est surprenant en fait. C'est qu'on s'attend effectivement à une fable voilà, sur la décrépitude, etc. Et puis en fait, elle arrive à prendre de court au spectateur en allant encore plus loin dans la surenchère visuelle. Enfin voilà, c'était juste pour rajouter ça. Et de toute façon, ce qu'on vous conseille, c'est fortement de redécouvrir, si jamais vous l'avez vu, je pense, de le voir encore, et de même le conseiller au plus possible, puisque il faut vraiment que, je pense, ça devienne un événement, puisque ce genre de film doit être absolument soutenu, parce que ce genre de proposition, ça peut vraiment donner de magnifiques enfants. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et tout de suite, la carte blanche de Lazare. Hello, hello, les petits amis. On parlait politique avant de parler du film de l'année, The Substance. J'ai envie de revenir sur un autre film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Vice de Adam McKay. En fait, vous connaissez peut-être Adam McKay, c'est celui qui a fait Don't Look Up, et tu en parlais, Benjamin. Il a aussi fait The Big Short. Là, on va s'intéresser à une autre figure politique, mais beaucoup moins haute en couleur, on va dire, que Trump, qui est Dick Cheney, qui a été vice-président sous la présidence de George Bush, et donc un homme plutôt de l'ombre. C'en est pas moins un des politiciens les plus influents des États-Unis. Il est réputé pour avoir tiré les ficelles du gouvernement de Bush et d'utiliser le président comme un pantin. Dick Cheney est d'ailleurs surnommé comme VIP pour vice-président, ou bien même Dark Vador ou Mortal Dick, en référence à un accident de chasse où il a tiré par mégarde sur un avocat. C'est une véritable anecdote. Lors des attentats de World Trade Center, ce n'est pas Bush qui a géré la situation en premier, mais bien Mortal Dick. Quant à la guerre en Irak, c'est lui et son cabinet qui ont vraiment milité pour la déclencher et qui ont fini par la provoquer. Ce mec de l'ombre, Adam McKay va le mettre en lumière et nous raconter comment un ouvrier de ligne téléphonique, alcoolique notoire et habitué des gardes à vue, deviendra quelques dizaines d'années plus tard vice-président des États-Unis. Alors, sous les traits de Dick Cheney, on retrouve Christian Bale avec 20 kilos de plus. Je me suis d'ailleurs demandé si notre Christian était capable de faire un film avec son poids normal, mais peut-être qu'il n'a pas de poids normal, Christian Bale. Enfin, en tout cas, il est blindé de prothèses, il est à peine reconnaissable et il est vraiment carrément génial. Quel acteur. En fait, j'ai juste vu après Les Heures sombres avec Gary Oldman. Gary Oldman, il a eu un prix pour avoir incarné Churchill dans ce film. Il a eu même l'Oscar du meilleur acteur. Et après avoir vu le film, en fait, je trouve qu'il tient pas vraiment la comparaison avec la performance de Christian Bale. Christian Bale, il est beaucoup plus en finesse, là où Gary Oldman, je trouve qu'il a un peu tendance à surjouer. Et là, il est tout en finesse, il est vraiment imposant, il a vraiment un personnage qui est très très impressionnant, il est très réussi, il a une voix vraiment grave et tout, donc c'est super marquant. Alors, rien que pour la performance de Christian Bale, qu'on voit d'ailleurs évoluer, le maquillage évolue, mais aussi son jeu d'acteur évolue, c'est vraiment un film passionnant. Et puis ça tient aussi au maquillage, le fait qu'on le reconnaisse si peu, Christian Bale. Et voilà, on a vraiment l'impression de se trouver face à Dick Cheney, même si j'ai pas rencontré Dick Cheney, mais en tout cas l'idée que je m'en faisais, elle transparaît à travers Christian Bale. Bon, au-delà du côté classique du biopic, il y a vraiment une réflexion sur la quête du pouvoir pour le pouvoir. Dick Cheney, en fait, c'est un mec qui n'a pas d'autre objectif que de remplir une sorte de rôle qu'on lui assigne. Il va juste renforcer le pouvoir exécutif par quelques cavaliers législatifs, et il va même renforcer en fait la position des États-Unis. Il n'a pas vraiment de conviction politique, c'est d'ailleurs une des questions du film. En fait, la conviction politique, ça ne sert pas à grand-chose. Il applique juste une sorte de logique machinale et implacable qui va broyer jusqu'à une de ses filles.
Enfin, film de Adam McKay oblige, le montage, il en fait des caisses. Adam McKay, il a un peu toujours tendance à charcuter ses scènes à grand renfort d'images d'archives, d'apostrophes aux spectateurs, parfois même des mèmes sortis des tréfonds des interwebs qui résonnent, voire amplifient le sens de chaque scène. Et c'est ça que j'adore, en fait, le mec, tu sens qu'il s'amuse. Il n'est pas là pour faire un film classique, il est là pour faire, pas n'importe quoi, mais on a presque l'impression des fois. T'as vraiment des scènes qui sont super drôles, voire surréalistes, et à côté le film, en fait, il est très documenté sur la vie de Dick Cheney, et visiblement fruit d'un long processus de recherche. Alors le montage, il est fou furieux, l'interprétation, elle est vraiment nickel, le sujet, il est passionnant, autant passionnant d'ailleurs que bien raconté, et en prime, il y a Steve Carell en politicien véreux, enfin bref, Vice, c'est trop cool. Si vous avez kiffé The Apprentice, Vice est un excellent complément, et si vous vous demandez ce que Dick Cheney, aka le Dark Vador de la politique américaine, pense de Donald Trump, voici ce qu'il a déclaré le 6 septembre dernier. Il n'y a jamais eu, dans les 248 ans de l'histoire de notre nation, d'individu qui constitue une plus grande menace pour notre République que Donald Trump. Et quand Dark Vador te dit ça, on prie que la force soit avec nous. Merci de m'avoir écouté. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et désormais, on vous propose le retour du petit quiz qu'on adorait dans Encore plus de cinéma et qu'on va retrouver sur les politiciens pour faire un petit lien donc dans le cinéma ou même la politique dans le cinéma. Je vous propose des questions vraiment générales. Hein. Là, on va pas avoir un thème précis ou autre, hein, vous allez voir. Et si jamais vous voulez répondre, je vous propose tous de me faire un petit buzzer. Donc ça va être un son que je vous propose de faire au micro, évidemment, puisqu'on est à la radio. Donc Lenny, quel est ton buzzer ? D'accord, ok, bon, toujours très difficile tes buzzers hein, à chaque fois, toi, mais c'est pas grave. Lazare, quel est ton buzzer ? I, d'accord, ok. Seb ? Ok, très bien. Et Clément ? Wouhou ! Ouais, très bien. Et Marion, tu ? Point, point. Point, point. Ouais, c'est très long, point, point, quand même. Hein. Bon, le plus dur, c'est Lenny, puisque lui, c'est physique. Hein, voilà, il fait pas ça avec... que sa bouche, il fait ça aussi avec son doigt, donc il faut qu'il mette du temps, puisqu'on n'est pas filmé, je dois le détailler. Alors, première question assez facile, je vous propose, quel acteur est ancien gouverneur de la Californie ? Point, point. Ah. C'est Schwarzenegger ? Oui, Marion, bravo Marion, déjà un point pour Marion. Alors, deuxième question. Qui interprète le président des États-Unis dans Independence Day ? Bill Pullman ? Bravo Seb, très bonne réponse. Alors, on a un point pour Marion, un point pour Seb. Troisième question. Dans quel film, un peu facile, hein, dans quel film peut-on voir Trump indiquer le chemin à un jeune enfant ? Lazare ? Maman, j'ai encore raté l'avion. Tout à fait, c'était le deuxième opus de Maman, j'ai raté l'avion. Bravo Lazare, un point aussi pour toi. Quel acteur s'est vu offrir un poste de ministre de la Culture en Moldavie ? Quel acteur s'est vu offrir un poste de ministre de la Culture en Moldavie ? Allez, petit indice, puisque là, il n'y a pas de réponse. Acteur français. En Moldavie. Oui. Juste par rapport à ton adoration de Depardieu. Ben oui, c'est Depardieu. C'est vrai ? C'est Depardieu. On lui a proposé, lors de sa venue en Russie, quand il a eu la nationalité russe, on lui a dit, mais est-ce que tu vas être ministre de la Culture en Moldavie ? Il a fait... Alors, je ne vais pas accepter tout de suite puisque je ne connais pas la culture en Moldavie. Donc voilà, toujours notre Depardieu adoré. Je rigole, attention, un peu d'ironie s'il vous plaît, riez avec moi. Qui joue Nicolas Sarkozy et François Hollande dans Président ? Donc je veux les deux acteurs. Qui joue Nicolas Sarkozy ? Oui, Seb ? C'est Dujardin et Gadebois. Bravo Seb, 2 points pour Seb. On peut l'applaudir quand même si vous voulez parce que là, il n'y a pas assez d'applaudissements ici. Bravo Seb. Non, tu n'es pas obligé de t'applaudir autant, hein, Seb. C'est déjà émouvant comme ça. Alors, dans quel film avec Tom Cruise peut-on voir François Hollande ? Dans quel film avec Tom Cruise peut-on voir François Hollande au début du film ? Lazare ? Mission Impossible, Rogue Nation ? Non, c'est pas... Allez, un petit indice, puisque là je vous vois hésitant, c'est pas un Mission Impossible. Point, point. Oui. La momie ? Non, Marion. Reboot, non. Le reboot, ouais. Non, c'est pas ça, Marion. Oui, Lazare. Top Gun Maverick ? Non. Un film, on va dire un peu dans le même délire d'Independence Day, un côté un peu cataclysmique, d'envahissement. Je donne des indices, hein, vraiment, où ça se fait envahir par potentiellement d'autres... Edge of Tomorrow ?
Bravo Seb, voilà 3 points. Voilà 3 points. Il est au début du film. On peut l'applaudir s'il vous plaît, parce qu'on va l'applaudir. Est-ce que 3 points. Oui, Lazare. On applaudit François Hollande ou on applaudit Seb? Seb. Ah, ok. Quel génie. Ah, Oula. Ça, c'est l'avis de Seb. Ça n'appartient pas, on n'est pas filmé au cas où, parce que bon, on sait jamais. Ça va très vite des fois. Il nous reste 2 questions. Quel est le réalisateur du documentaire sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, 1974, une partie de campagne? Est-ce que vous avez le réalisateur du documentaire? Oui, Seb. Raymond Depardon. Bravo, il est très très fort. On peut l'applaudir. Hein, là, vraiment, il y a une qualité indéniable. Hein. Je pense que tu peux faire une autre émission qui s'appelle Plan B, que je te conseille fortement d'écouter déjà et de participer, puisque là, il y a vraiment. Je pense que là, c'est indéniable. Tu as gagné. Et mes dernières questions. Dans quel film peut-on voir Philippe Catherine en président? Dans quel film peut-on voir Philippe Catherine en président? C'est pas évident là, c'est vraiment très difficile. Si là vraiment on parle de cinéphilie un peu poussée, c'est Seb. Je pense que c'est Gaz de France. Oh là là, il est très très fort. On peut applaudir Seb là. Là vraiment. Oui, Lazare. Mais c'est normal, c'est le vieux de la bande là, forcément. On l'avait dit. Il a des avantages. C'est le puits de connaissances, hein, le grand sage. Le grand sage de on n'est pas filmé, on l'a déjà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour cette émission que vous nous avez proposée tout autour de cette table. Je remercie évidemment Clément et on rappelle donc Pilote ta série. Hein, n'oubliez pas, les inscriptions c'est jusqu'au 18 novembre. 19 novembre, 23h59. Très précis. Donc, si jamais vraiment vous pouvez gagner 500 €. Et ça, vraiment, là je le dis parce que vraiment l'argent c'est important dans la vie et Lenny le dit, hein, le confirme, donc n'oubliez pas, évidemment c'est pour le plaisir, hein, y aller aussi avec le smile et une bonne ambiance et surtout pour cela pilote ta série. Donc merci encore Clément, merci à toi, puis de connaissance Seb. De rien. Notre grand je sage. reviendrai, je daignerai peut-être un jour revenir. Oh là là, à chaque fois tu nous dis ça et on espère toujours ta venue. Donc je l'espère encore une dernière fois avant que tu nous partes vers d'autres cieux parce que comme Gandalf, il faut que tu prennes le bateau. Donc merci. Oui, c'est dans Seigneur des Anneaux, cinéphilie un petit peu, parce que moi je préfère cette métaphore qu'autre chose. Merci beaucoup aussi Lazare hein, pour ces débats que tu nous as proposés, toujours fructifiant. Puis en plus de Substance, on partage le même avis, film de l'année potentiellement. Donc merci Lazare. Mais de rien, et puis allez voir effectivement The Substance et allez voir Vice, surtout ça passe pas au cinéma mais vous pouvez le retrouver un peu partout. Voilà, donc ou Succession aussi de Adam McKay avec Jeremy Strong si jamais vous avez bien aimé cet acteur. Merci beaucoup Lenny, encore une fois, même si tu veux qu'on te remercie d'avoir filmé l'émission, je ne comprends pas pourquoi puisque techniquement, encore une fois, on n'est pas filmé, t'as pas compris le principe. Non mais écoute, moi je te propose, vu que je filme, on renomme l'émission, on n'est toujours pas payé. Ouais, ça c'est sûr que tu seras toujours pas payé, toi précisément. Mais les autres sont payés. Hein. Seb, d'ailleurs, tu peux dire ton cachet, hein, tu peux le dire honnêtement. Non, je peux pas le dire parce que c'est vraiment indécent. Ouais, non, en fait, c'est vraiment indécent. Il y a un indice. Donc, tu vas mourir en fait. Non. Merci beaucoup Zéphyr et Marion et à la régie. C'était un plaisir de vous avoir évidemment et d'avoir participé aussi au débat, hein, plus que de la régie. C'est aussi des chroniqueurs et chroniqueuses. Merci encore. Bah avec plaisir, on vous aime bien finalement. Ah, c'est vrai? Oui. C'est une déclaration d'amour? Oui. Ah, moi j'ai jamais vu une déclaration d'amour où on hésitait quoi. Mais Ouais, bon, c'est pas... Zéphyr, tu peux te faire un petit mot aussi pour me dire que tu m'aimes? Bah merci de nous accueillir à toute l'équipe, mais pas à Ben, parce que voilà. Voilà, franchement, je vous déteste. Et ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même vibe. Vous, les services civiques au luxe, à chaque fois maintenant, l'héritage, c'est toujours de me gueuler dessus. C'est moi qui ai tout créé à la base, tu vois. On adore être ingrat. Ah oui, bah comme Donald Trump d'ailleurs, en parlant de gras. Ah, tu vois, je fais le lien très très vite. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Encore une fois, nous sommes sur Spotify, nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur YouTube Podcast, Instagram, potentiellement Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On mettra aussi quelques petites anecdotes et des shorts aussi animés un petit peu sur ce qu'on propose dans les émissions. Même si à chaque fois, je ne comprends pas puisque on n'est pas filmé. Mademoiselle Doré, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est
fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est?